Juste, peut-être pour créer une petite rupture avant que Karine prolonge, on va faire circuler un tout petit peu le micro. Si vous avez quelques éclairages ou quelques questions précises à aborder avant que Karine n'intervienne. Bravo. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, je suis Marie-Laure Lefaux, je dirige un SIAD à Nantes. Et en fait, nous, on signale de moins en moins, parce qu'on est au cœur de situations d'une complexité extrême. Des situations qu'on vit au quotidien, c'est par exemple le fils qui revient à Nantes, qui n'a plus d'emploi, il a été mis à la porte de son travail, etc., qui va chez sa maman atteinte de maladie d'Alzheimer, qui n'a pas vu son fils depuis 15 ans ou 20 ans et qui est extrêmement heureuse. Donc on est en conflit avec nous-mêmes, et c'est là que, éthiquement, on est toujours en réflexion, les aides-soignants, les aides à domicile, etc. On pourrait signaler cette personne parce qu'il va prendre, par exemple, le portage des repas, mais en fait, on va plutôt l'accompagner parce que quelle est la question ? C'est la dame qui atteint la maladie d'Alzheimer qui est hyper heureuse de revoir son fils. Voilà, donc on va accompagner. Et en fait, aussi, on va beaucoup accompagner les équipes qui sont quelquefois à vouloir intervenir. Mais on a connu une histoire de ce type-là il y a 10 ans où le fils s'est suicidé, la personne âgée a été envoyée en EHPAD à 50 km de Nantes. Donc on n'a pas du tout gagné. C'est d'une complexité et d'une finesse qui est quotidienne auprès des équipes. Et les équipes sont en réflexion éthique permanente. Et si cette personne est véritablement heureuse de se retrouver comme ça avec son fils, alors oui, c'est peut-être qu'il est certainement là pour profiter en tout cas de la situation, mais si ça peut lui apporter un peu de bonheur, c'est vrai que c'est peut-être la bonne solution, comme vous avez dit, de se dire, voilà, il faut être vigilant, mais on va laisser cette situation perdurer parce que ça contribue au bien-être de la personne malade. Oui, des deux personnes en fait. Ouais. C'est là où il y a besoin d'une réflexion qui a été évoquée hier, que le professionnel ne doit pas être trop normatif. C'est-à-dire, on va voir dans l'intervention de Karine, puisque ça touche aussi à la question de la protection dans un instant, mais c'est vrai que chacun, sans s'en rendre compte, quelquefois, est porteur de jugements moraux. Enfin, ça a été très bien introduit par Paul Loup hier, quand il abordait les points de vue qu'on a, les convictions qu'on a. Et on doit s'adapter, quelquefois, en faisant l'effort de concéder à l'autre la priorité par rapport à ce que nous, on estimerait bien pour lui. Et cette notion de contextualité, tout à l'heure aussi, ça a été très bien évoqué, cette navigation, cette négociation aussi, ce que la personne est prête ou pas à accepter. Donc voilà, vous êtes dans des domaines extrêmement fragiles, et c'est là où on va voir tout à l'heure, dans la question que vous posez, l'éclairage de Karine. Dans quelques heures de printemps, ça m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur cette dame qui va demander à son fils, qui lui-même est au chômage. Vous ne vous rappelez pas du film qui est sorti de Stéphane Brisé en 2012. Et c'est Vincent Landon qui est le fils. Et on voit toute l'ambivalence du fils qui est au domicile, qui est dans une situation de grande précarité, toute la tension. Puis à un moment donné, cette femme qui est atteinte d'un cancer du cerveau va demander à son fils de l'accompagner en Suisse pour le suicide assisté. Et on voit toute cette tension. Donc j'imagine à quel type de réalité vous êtes confronté. Une autre... Oui, en Suisse, on a évidemment des lois semblables aux vôtres. Pour moi, la question, évidemment, maltraiter, c'est pas bien. Mais la question se pose, je trouve, souvent au niveau éthique, à savoir si on bien traite ou si on maltraite. Et ça, je trouve que c'est loin d'être évident, et je me retrouve bien dans votre intervention, madame. Est-ce que finalement, on met un patient ou une patiente dans un EHPAD pour son bien-être selon nos critères à nous, mais pour son mal-être pour elle? Est-ce que celui ou celle qui, toutes les 3 bouchées, s'envoie la nourriture dans la branche souche droite, est-ce qu'on la bien traite en lui posant une peg ou est-ce qu'on la maltraite? Pour celui ou celle, etc., etc. Toutes ces questions, je trouve, sont sur une espèce de fil du rasoir entre bien-traitance et maltraitance. Le fils qui vient vivre chez sa maman, et finalement, est-ce qu'il profite de l'argent de la maman et de la rente de sa maman, ou est-ce que, et dans ce cadre-là, il l'exploite et la maltraite, ou est-ce
il est en équilibre avec sa maman et que finalement le bonheur relatif, pour autant qu'il soit apporté, je trouve que c'est ces questions-là, le vieux couple qui se dispute depuis 60 ans et qui s'insulte soigneusement depuis 60 ans, puisqu'en tout cas en Suisse, la moitié des couples divorcent, et l'autre moitié, il y en a en tout cas 2/3 qui se disputent. Est-ce que ce couple qui se dispute depuis 60 ans, finalement, est-ce que c'est de la maltraitance ou est-ce que c'est leur mode de fonctionnement et de vivre? Évidemment, quand j'arrive chez eux et que je les entends s'insulter, ça me choque. C'est cette nuance entre bien traité et maltraité qui est souvent difficile à percevoir. Faites attentif aux mots. Nous, quand on a commencé à voir le concept de maltraitance dans un contexte bien particulier faire irruption, on s'était dit que le concept de référence était plutôt la bienveillance. Enfin, je veux dire en termes d'éthique ou bienfaisance. On parlait beaucoup plus de bienfaisance et de bienveillance, c'est-à-dire de veiller sur l'autre, c'est-à-dire des attitudes de sollicitude, que de se soucier du traitement de l'autre, qui était déjà assez réductif et un peu instrumentalisant. Donc on était plus dans l'éthique organisationnelle que dans l'éthique du soin tel qu'on l'entendait. Donc il faut être aussi attentif aujourd'hui à ce que l'on fait de ce mot bien traité. C'est de plus en plus de protocoles de bien-traitance, beaucoup plus qu'une attention. C'est pour ça que j'ai été attentif à ce que vous avez dit. C'est-à-dire comment, dans un contexte donné, c'est vous qui allez peser d'une manière, j'allais dire, arbitrale, c'est-à-dire en prenant en compte un certain nombre d'éléments, ce qui est préférable à la personne et qui ne le sera peut-être pas demain si ça se complexifie avec son fils, avec tout ce que vous avez dit. Vous voulez intervenir? Et puis une dernière question ensuite là-bas. Oui, par rapport à ce que... Je suis tout à fait... Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est vraiment le contexte en fonction de la personne et de ses habitudes. Et voilà, en fait, tout le monde n'a pas le même référentiel. C'est même sur... Vous pouvez retrouver ça même sur des histoires de propreté dans un logement. Tout le monde n'a pas le même référentiel sur la propreté dans un logement et ça se retrouve sur des situations de vie, sur plein d'autres situations. Et c'est vrai que c'est là-dessus où il faut être assez vigilant et ne pas aller trop vite et se dire tout de suite on est dans une situation de maltraitance parce que, effectivement, c'est leur mode de fonctionnement depuis des années. Donc il y a deux dernières questions parce qu'on va se... Moi, je voulais réagir par rapport à votre questionnement concernant le fait que, par rapport au SAD et au SIAD qui observent des situations de maltraitance, et finalement, il y a un pourcentage assez faible de signalement. Ouais. Et vous vous interrogez sur les causes. Ouais. Je pense que si vous faites une nouvelle enquête, vous pourriez poser la question, est-ce que vous avez déjà fait des signalements, et suite à l'expérience que vous en avez eue, maintenant, vous êtes beaucoup plus prudent sur ces signalements, parce que vous nous avez parlé, signaler, mais qu'est-ce qui se passe après le signalement? Comment ça se passe? Parfois, c'est extrêmement violent. Donc, pour citer un exemple, une fille qui maltraite sa mère et on constate des coups, des bleus, le médecin généraliste fait un constat. Derrière, ce qui s'est passé, c'est les gendarmes sont venus, et la dame a dit non, je suis tombée. Et elle a fermé la porte à tous les intervenants. L'exemple, au niveau des causes, nous, ce qu'on peut identifier, je ne me suis pas présentée, mais je suis directrice d'un service de soins infirmiers à domicile, réseau de santé, Clic Maya, et équipe spécialisée Alzheimer sur Fécamp. Et en fait, on a beaucoup d'aidants qui sont épuisés. Je pense que les premières réponses, et on voit une diminution des situations grâce à la mise en place des plateformes de répit, des offres de répit sur le champ de la maladie d'Alzheimer, la mise en place de bistro-mémoire, les formations des aidants. Tout ça, ce sont des outils qui permettent d'aider les aidants épuisés, de ne pas lancer la cavalerie qui va faire que, oui, vous avez parlé de suicide, quand on dénonce quelqu'un qui, pendant des années, a été aux petits soins, qui s'est sacrifié aussi pour aider son conjoint, son parent, et puis on le jette à l'opprobre public, tu as été maltraitant. Et ça, il faut laisser le temps aux équipes pour monter la réponse. C'est une vraie responsabilité en tant que directrice, je peux en parler. Nous ne signalons pas, nous risquons 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, tout le temps où l'on travaille avec l'infirmière libérale, avec le service d'aide à domicile, avec la structure hospitalière, pour se concerter, mettre en place des réponses pour aider les personnes à ne pas être maltraitants et ne pas finir sur des situations, vous êtes hospitalisé ou vous entrez en EHPAD violemment. Là, on est dans l'éthique, c'est-à-dire dans des situations de dilemme pour laquelle, a priori, il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a l'attention
qui peut être aussi pour des professionnels difficiles à vivre, de se dire est-ce qu'on n'est pas passif, est-ce qu'on n'est pas dans l'attente de la catastrophe, et c'est est-ce qu'au moment de la catastrophe qu'on va intervenir, toute la question de la responsabilité. Et je trouve que ça illustre bien ce que disait hier Paul Louveil-Dubuc entre le côté éthique principiste et puis le côté éthique conséquentialiste, c'est-à-dire à un moment donné, parce que nous on voit la question du signalement par exemple en pédiatrie, quand une équipe, pour préserver le groupe familial, ne va pas faire de signalement au procureur de la République, mais la fois d'après, un enfant dont on devait signaler la maltraitance est mort. Voilà, pour prendre l'exemple. Donc vous avez aussi toutes ces questions, malgré tout, de droit. C'est-à-dire, à un moment donné, on est dans un état de droit, et la règle doit s'imposer à tous. Vous êtes face à une personne vulnérable, et même si ça vous peine de prendre cette décision, vous avez un devoir, et je voulais le dire tout à l'heure, on le dit souvent en matière d'éthique, c'est la question du tiers. C'est-à-dire, quand une situation devient duale, quand vous êtes fermé, c'est faire appel à un tiers. Et je voulais le dire aussi tout à l'heure, quand on parlait des espaces éthiques, les espaces éthiques, c'est des espaces tiers. C'est-à-dire, on n'est pas nous sur le terrain comme vous l'êtes, et on peut vous permettre cette échappée d'en parler avec d'autres, comme quand on est un peu dans l'embarras, on dit on va téléphoner à ma copine, à mon copain, pour dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Je crois que cette espèce de pas de côté que permet l'espace éthique peut être utile, ne serait-ce que pour vous confirmer dans le fait que vous avez plutôt intérêt à prendre le temps, comme vous le dites, et de voir comment la situation, vous serez un peu plus vigilante, et comment la situation, elle évolue. Mais un point également à prendre en compte que nous, on aborde beaucoup, c'est qu'est-ce qui est préférable pour la personne. Parce qu'effectivement, si vous empêchez cette dame âgée qui retrouve son fils, quel que soit l'état dans lequel se trouve le fils, de retrouver ce lien avec tout ce que ça peut représenter, elle peut aussi être dans un syndrome de glissement. Enfin, je veux dire, juste un dernier point avant de vous donner la parole. Un monsieur qui est dans la salle me faisait qui est médecin, et donc gériatre, il est en train de regarder son ordinateur tellement il est attentif à ce qu'on dit, me faisait une observation à la pause tout à l'heure en disant il ne faut pas non plus renoncer à voir l'avis de l'expert médecin pour une situation, c'est-à-dire de voir si d'un point de vue médical, la personne est vraiment dans la capacité d'eux. Il évoquait notamment le cas clinique qu'avait convoqué, en citant Catherine de Brabant hier matin, Paul Louveil-Dubuc, en disant si c'est une personne effectivement qui est en incapacité par rapport à ses capacités de discernement, est-ce que c'est pas aussi d'un point de vue médical qu'on doit instruire la question, en tous les cas éclairer le jugement éthique. Je suis complètement d'accord avec vous, et d'ailleurs dans les différents témoignages qu'on a issus de l'enquête, le fait de ne pas vouloir altérer ce lien entre aidant, aidé par exemple, et le fait que le professionnel estime prendre en charge ce binôme et pas que la personne malade, est pas mal ressorti en fait des verbatims de l'enquête. Donc c'est vrai que, le fait d'avoir abordé, si vous voulez, toutes ces réticences pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de signalements que ça, je pense que ça reprend un peu ce que vous dites en disant que c'est pas si simple, qu'il y a toute une situation effectivement à appréhender et travailler entre professionnels pour essayer un peu d'amoindrir et d'analyser et de voir un peu comment les choses peuvent évoluer. Non mais je voulais juste dire que j'étais complètement d'accord avec vous. Mais la question aussi, c'est quelles sont les suites, c'est-à-dire quels sont les retours qu'ont les professionnels. Parce que pour beaucoup de situations, c'est des signalements où il n'y a pas de suite, ou alors il est retourné au professionnel qu'en fait, il y a de la famille, il y a des aidants, donc on ne passe pas sur un signalement, par exemple, pour une mesure de protection. On va nous dire il y a des aidants, il y a des enfants, donc il faut passer par une requête classique. Donc souvent, c'est des signalements sans suite qui ne donnent pas envie aux professionnels de poursuivre, d'autant plus que faire un signalement sur une situation, c'est compliqué, de par tout ce qui a été évoqué par tout le monde. Quand il y a plusieurs professionnels, ce qui est compliqué, c'est qui fait le signalement. Parce que personne ne veut le faire, mais tout le monde estime qu'il y a besoin de faire un signalement. Donc à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est de se concerter tous ensemble et de faire quelque chose d'une seule et même voix. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi via la gestion de cas, c'est-à-dire que la concertation, elle sert aussi à ça, à un moment donné à se poser et à prendre les responsabilités chacun. Et ce qu'on peut aussi s'apercevoir, c'est qu'il existe un processus de signalement et de maltraitance pour l'enfance, mais pour la personne âgée, il y a un vide juridique en fait. À un moment donné, il manque des choses, il manque des billes. Et ce qui a été fait dans la région ex-Midi-Pyrénées dorénavant, les gestionnaires de cas ont été formés à la partie juridique par un juriste.
qui intervient dans le DU à Bordeaux, donc Olivier Dupuis, et les partenaires s'en sont saisis, parce que justement, ce qui est remonté, c'est ce manque d'informations sur le processus, comment on fait, qu'est-ce que ça engage, et puis aussi le fait que parfois, le signalement n'est pas forcément nécessaire, mais qu'un simple rappel à la loi peut servir des fois à recadrer certaines choses et éviter de passer par tout ce processus-là. Donc il y a un cahier juridique qui a été créé avec les partenaires via les guichets, via le guichet intégré, via les groupes de travail. Donc c'est pour ça qu'il est important sur le territoire de se regrouper entre partenaires. Et ce cahier juridique est à destination des professionnels pour les aiguiller sur les lois qui existent. C'est quelque chose que Olivier Dupuis s'est engagé à mettre à jour régulièrement, qui est à disposition au niveau de l'ARS. Et c'est vrai que ça nous sert. Parce que les partenaires, du coup, se réfèrent à ce cahier-là, en discutent entre eux, et je pense que ça va éviter beaucoup de situations qui pourraient exploser un peu, où justement la relation de confiance va disparaître, où la personne va décider de ne plus recevoir aucun intervenant au domicile. Mais voilà, passer par ce biais-là de l'information, du rappel à la loi, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup moins violent qu'un signalement. Parce que voilà, un signalement, ça passe par le procureur de la République, donc forcément, ce sont les grands mots, ça fait peur. Et en tant que professionnel, quelle responsabilité on a? En tant que personne, quelle responsabilité on a aussi? Donc voilà, il y a tout un raisonnement d'ailleurs sur l'engagement en tant que professionnel, en tant que personne. Et voilà, c'est comment en fait faire au mieux pour la personne, parce que Madame tout à l'heure disait, on n'a pas gagné, mais en fait, c'est pas un combat. L'idée, en fait, c'est on protège la personne. Donc effectivement, si c'est quelqu'un qui ça fait 60 ans qu'elle vit avec son mari et que ça crie tous les jours, qu'est-ce qui est mieux pour elle en fait? C'est pas qu'est-ce qui est mieux pour nous, c'est son cadre de référence à elle, et je pense que c'est important de le respecter. C'est juste pour conforter ce que me dit Madame et Madame, et tu dis effectivement que finalement les réponses sont dans la salle, et c'est nous et eux, hommes et femmes de terrain, qui les apporteront, et je crois qu'il faut vraiment l'entendre ça, parce que, alors, petite remarque en premier, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que le gériatre, alors je m'autorise à le dire parce que je le suis, le gériatre il fait partie d'une équipe interdisciplinaire comme les autres. Et je crois qu'elle a dit un mot capital, concertation, et ça a été évoqué hier aussi, et je crois que l'histoire de la maltraitance, c'est pas un individu, alors oui, on nous a rappelé la loi, et en tant que citoyen, on doit déclarer, etc., mais là c'est vraiment tout ce que vous dites aussi, parce que je voulais juste conforter ça. C'est vraiment le risque de maltraitance à notre niveau, plus que la maltraitance, je crois que c'est ce mot-là qu'il faut employer. C'est cette équipe qui doit décider si oui ou non, en tenant en compte des attentes, de ce que ça va provoquer chez la personne, chez les professionnels, etc. Et c'est ça qui a la clé, quoi. Et je crois que ça serait bien que vous, les experts de l'éthique, etc., entendiez ça, et entendiez ça aussi. Alors, je suis désolée pour les autres, mais je crois que la gestion de cas, elle donnera un modèle de ça, et finalement de la concertation éthique, quelque part, autour d'un cas, et de faire en sorte que cette interdisciplinarité, sans qu'il y en ait un ou l'autre qui prenne le pouvoir dans l'équipe, mais c'est vraiment de la concertation, le risque de maltraitance. Vraiment, entendez-le, parce que je crois que ça peut amener des solutions au niveau juridique aussi, et dans ce vide juridique, vous connaissez mieux que moi, qui existe. Voilà, c'est tout. Merci. Restez sur une interrogation que je me permets de vous poser et que vous devez porter, et qui est vraiment pour nous une intervention, une interrogation et puis une inquiétude qu'à mon avis on doit avoir quand on intervient au domicile, c'est que faire de savoir dont on sait au juste que faire. C'est-à-dire, vous êtes dans des lieux où vous êtes à la fois des témoins et des observateurs, j'allais dire, on l'a dit hier aussi, implantés dans une réalité qui, a priori, n'était pas la réalité où vous deviez intervenir. C'est-à-dire, on intervient, entre guillemets, par défaut, dans le domicile, si on veut. C'est-à-dire à bon escient, mais par défaut. Et vous êtes en capacité de percevoir, en plus avec votre expertise, un certain nombre d'éléments, de signaux, dont vous vous demandez à un moment donné, qu'est-ce que je vais en faire ? En quoi c'est un savoir? C'est pas une intuition, une observation un peu rapide. En quoi c'est une information? En quoi c'est une information utile? Bref, il y a tout ce travail, à mon avis, de déconnexion et de la réalité immédiate et d'analyse et d'interprétation. Et peut-être que la question du savoir dont on est témoin et dont on ne sait au juste que faire pourrait être aussi ce qui justifie une approche éthique en situation
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment à en faire quelque chose, ou est-ce qu'on ne doit pas respecter ce savoir qui n'est pas notre savoir, mais qui est l'intime de l'autre? C'est son secret, c'est son privé. Après tout, je ne vois pas en quoi, quelle est notre légitimité à être intrusif dans le champ qui lui est le plus personnel et sur lequel peut-être elle se repose pour lutter contre le vieillissement, la maladie. En toutes ces questions, à mon avis, c'est des questions à être posées. Voilà.